messieurs, chers passagers, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler du petit royaume des Pays-Bas, ce petit pays de l'Union européenne, un pays de 42 000 km², un pays densément peuplé, puisque sur ces 42 000 km², on compte presque 17 millions d'habitants. Comme son voisin belge, c'est un pays tout plat où l'eau est partout présente, celle des fleuves comme l'Escaut et le Rhin, mais aussi l'eau de la mer du Nord. Les Hollandais ont dû batailler contre les éléments, apprendre à domestiquer mère nature pour développer un savoir-faire, un art de vivre tout à fait original. Ils se sont aussi dressés contre leurs maîtres, les Espagnols, trop catholiques et trop intolérants au XVIe siècle. Ils sont devenus des maîtres des mers et du commerce international, avant les autres puissances européennes au XVIIe siècle. Ils sont devenus très riches, ces commerçants, et pour conserver cette richesse, par pragmatisme, ils ont fini par accepter de ne pas être une nation dominante. Et malgré les transformations, les mutations du commerce mondial au fil des derniers siècles, eh bien, ils jouent encore de nos jours un des premiers rôles dans ce commerce mondial. L'histoire tumultueuse de cette petite nation européenne a appris aux Hollandais aussi à chérir la liberté, à développer une démocratie particulièrement tolérante. Ce modèle démocratique est fort, il est stable, mais des questions lui sont posées. Des défis sont à relever, dont certains eh bien, sont communs à notre société. Alors Dieu a, d'après un dicton, un vieux dicton, créé la terre, mais il a laissé aux Hollandais le soin de créer les Pays-Bas. Alors, il y a du vrai, sans doute, lorsqu'on regarde ce littoral des Pays-Bas. Plus que la Belgique, on est ici dans un pays de plaine. Le point le plus élevé eh bien, atteint l'altitude vertigineuse de 321 mètres dans le sud du pays, à Limbourg. Alors, je vous montre ici sur la carte, voilà, juste à côté de Maastricht. On est à la région frontalière entre la Belgique, l'Allemagne et donc les Pays-Bas. Alors, incliné vers l'ouest, ce qui fait que, évidemment, ce territoire, eh bien, s'approche vite du zéro, hein, du 0 mètre d'altitude, du niveau de la mer. Vous savez même également qu'un quart du territoire, eh bien, est sous le niveau de la mer, environ 7 mètres sous ce niveau. Pour deux raisons. Eh bien, le niveau de la mer n'a jamais cessé de monter depuis les quelques 10 derniers milliers d'années, environ 65 mètres, et on sait également que ce n'est pas fini. C'est bien sûr l'action de l'homme qui a transformé ces paysages hollandais, puisque depuis le Moyen Âge, eh bien, on exploite la tourbe, on assèche les lacs et marais, les fleuves ont été endigués et on a gagné quelques 7000 km². Depuis le XIe siècle, grâce à cette technique qu'on appelle la poldérisation, une politique offensive de conquête sur les eaux, une politique d'établissement de terre. Toutefois, les Hollandais eh bien, entretiennent une relation particulière avec leur milieu. Il y a une sorte de haine et amour de l'eau, car elle peut être aussi, elle peut les protéger, cette eau. Elle les a d'ailleurs protégés contre les invasions. En cas de menace, au XVIe et XVIIIe siècle, les Hollandais n'ont pas hésité à utiliser l'inondation pour gêner l'avancée de leurs ennemis. Et ils pensent alors qu'il est plus facile de se battre sur des petites îles plutôt que sur de vastes étendues de terre. Et cette idée d'eau protectrice eh bien, n'a pas vraiment disparu, puisqu'encore au siècle dernier, on a construit ce qu'on appelle des lignes d'eau, des réserves d'eau, pour prévenir, pour utiliser en cas d'attaque terrestre. Alors, à partir du XVIIIe siècle, sous la pression démographique, mais également parce qu'ils en ont les moyens techniques, les moyens financiers. La poldérisation va prendre de l'ampleur. Les moulins à vent sont couplés à la vis d'Archimède et on va changer un peu les Pays-Bas. Au XIXe siècle, la machine à vapeur rend permanent l'assèchement et on va avoir eh bien, des terres qui commencent alors à s'enfoncer. En 1932, la digue de fermeture, donc cette digue ici du nord, je vous montre ça sur la carte, la digue de fermeture, donc celle du nord, eh bien, va transformer ce qui était alors un bras de mer en un lac d'eau douce, l'Isselmeer, voilà ici. Les Pays-Bas ont été modelés par les hommes. On va regarder un petit peu cette histoire également des Pays-Bas. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la période romaine, puisque, effectivement, je reviendrai ni la période du Moyen Âge, puisque, je vous parlerai de la Belgique dans quelques semaines et c'est vrai que c'est une histoire commune, avec la conquête romaine, les invasions germaniques, puis celle des Vikings et l'installation des Francs. Ce sont de toute façon des territoires très morcelés, en fait des fiefs de différentes tailles, acceptant avec réticence, il faut bien le dire, toute forme de pouvoir central. Ce pouvoir central s'affirme sous la férule quand même des comtes de Flandre et puis de Bourgogne. On voit apparaître ce qu'on appelle un conseil ducal que les Habsbourg parviennent non sans difficulté à imposer.
Cette opposition à la centralisation est une forme de résistance conservatrice, puisque les pouvoirs locaux, les pouvoirs des villes, les bourgeois, veulent garder leurs avantages, leurs acquis, surtout s'ils garantissent un commerce fructueux. Et depuis le 15e siècle, eh bien, les Hollandais connaissent une certaine prospérité. Ils se sont impliqués dans le commerce de la Hanse, de ces marchands allemands. Ils deviennent des experts de la construction navale. Les marchands hollandais tirent des bénéfices de la vente de produits de luxe comme les tapisseries, les vêtements à la mode, des peintures. Mais il y a également des marchandises, on va dire, plus communes comme le hareng salé et la bière. Charles Quint impose ce qu'on appelle la pragmatique sanction qui règle sa succession et semble ainsi unifier l'avenir des 17 provinces. Mais déjà sous son règne, et plus encore sur celui de son fils Philippe II, par opportunisme, les bourgeois enrichis, récalcitrants à l'autorité royale et pour des raisons peut-être plus spirituelles parfois, eh bien, on va voir apparaître des tensions très fortes et la guerre de religion en particulier va enflammer, diviser les Pays-Bas. L'étincelle dans une région où on va dire que les extrémistes des 2 camps ont quasiment les mains libres, ça sera la fureur iconoclaste de 1566. Des calvinistes vont ravager les images, les icônes, les statues catholiques sont détruites, de quoi effrayer les catholiques et les adeptes de l'ordre. Madrid décide de punir les révoltés et de mettre un terme à l'hérésie protestante en ces terres des Pays-Bas et commence ce que les Hollandais appellent la guerre de 80 ans, leur guerre d'indépendance. Les massacres, tout autant que les victoires et les défaites, abondent dans les 2 camps. On notera, le rôle d'un prince d'Orange, Guillaume le Taciturne, vous avez ici à l'image, qui parvient avec une armée de 20 000 hommes à contrecarrer les plans espagnols. Alors sans doute plus modéré que la plupart de ses alliés, il parvient aussi à imposer la pacification de Gand en 1576, un compromis à la fois religieux et politique contre les Espagnols. Alors ce n'est qu'une pause, le temps n'est pas encore au compromis réellement. Si l'Espagne garde les Pays-Bas méridionaux, c'est ce qu'on appelle l'Union d'Arras en 1579, l'Union d'Utrecht éloigne effectivement les 7 provinces du Nord. Admirez le discours de cette peinture que je vous montre à présent, qui résume l'état d'esprit aux Pays-Bas entre le XVIe et le XVIIe siècle. On doit cette peinture à Adrien Pieters van de Ven. Il peint ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. On va trouver représenté Maurice de Nassau, son frère Frédéric Henri. Ils sont sur cette rive, celle des protestants. Et alors, à quoi reconnaît cette rive des protestants? Eh bien, vous voyez que les arbres, la végétation est, on va dire, luxuriante, hein, les arbres ont des feuilles, alors que de l'autre côté de ce bras d'eau, effectivement, on a une rive où la végétation eh bien, décline, c'est bien sûr celle du pape, hein, c'est celle du clergé, catholique et dans cette rivière, eh bien, dans cette rivière, plusieurs barques. Au premier plan, on va changer, on va zoomer un petit peu. Au premier plan, on a donc cette barque avec, des protestants. Alors, ils n'ont pour récupérer et sauver les âmes, eh bien, que la Bible, alors que la deuxième barque est celle, on va dire la papauté, qui récupère les âmes avec, nécessité eh bien, de vases liturgiques, d'objets luxueux. On voit donc un discours qui est évidemment, qui n'est pas, qui est partiel, hein. On a effectivement pris le parti là du protestantisme. Alors, les 7 provinces s'organisent et répudient Philippe II et se cherchent un prince. Mais le roi d'Espagne a mis à la tête de Guillaume le Taciturne a pris. Il est d'ailleurs assassiné en 1584 et la fédération des 7 provinces eh bien, va devenir une république, hein, la République des Provinces-Unies. L'intensité de l'engagement espagnol s'affaiblit après la défaite de l'invincible Armada. Philippe II a compris que ces guerres du Nord lui coûtaient très cher et qu'elles n'avaient finalement que très peu d'intérêt. En face, des hommes comme Maurice d'Orange-Nassau, le fils de Guillaume le Taciturne, est à la tête d'une armée de plus en plus efficace, à la fois sur terre et sur mer. Il sera plus tard nommé chevalier de l'ordre de la Jarretière, un honneur anglais donné à la jeune République. Il faut dire que les relations commerciales, diplomatiques sont très bonnes avec l'Angleterre. Alors, les trêves, les pauses, les défaites comme la reddition de Bréda se succèdent en embrasant une partie de l'Europe. Et en mai 1648, eh bien, le traité de Westphalie va mettre un terme
à cette guerre d'indépendance. La République devient indépendante du Saint-Empire et c'est la victoire des marchands sur la monarchie centralisatrice, c'est la victoire des libertés sur l'absolutisme. Alors, jetez un coup d'œil sur cette magnifique peinture. On voit un groupe, c'est la guilde des arbalétriers et on voit surtout, eh bien, on célèbre la fin de la guerre, hein. C'est une grande fête civique de citoyens, des citoyens aisés, vu l'état de leurs costumes, de leurs uniformes et puis il y a des symboles de richesse. Ces symboles, c'est par exemple aussi le symbole de la paix. Alors, vous allez voir, apparaître effectivement ici, ce qu'on appelle, heu, la corne bien sûr, voilà cette corne, un très bel objet, tout en argent, symbole de la paix et puis également ce qu'on appelle le Beckeschroff, hein, qui est, une sorte de support de verre en argent. Le troisième, c'est le tambour et puis il y a ce très beau poème qui accompagne cette peinture, poème de Jan Voss: «Bellone, déesse de la guerre, ne veut plus de sang et Mars, dieu de la guerre, maudit le fracas du métal lourd de son fruit, l'épée languit son fourreau. Aujourd'hui, le brave Witz, au noble Van Veren, propose en l'honneur de l'alliance éternelle de sonner la paix. Alors, une fois débarrassés des Espagnols, eh bien, les Hollandais sont à la recherche du meilleur gouvernement. Ils sont divisés sur cette question. Deux tendances vont polariser leur expérience politique tout au long du XVIIe siècle. Un pouvoir militaire mené par le Stadtholder et les membres de la famille d'Orange-Nassau. Ils profitent surtout des périodes de conflit, des menaces extérieures qui vont s'échelonner tout au long du siècle. Parmi ces princes, on va citer Frédéric Henri et son fils Guillaume II. Ils agissent et sont traités comme des princes régnants. L'autre pouvoir est celui des villes, celui des provinces, très opposé à la centralisation et mené par ce qu'on appelle le grand pensionnaire des États provinciaux, un poste entre l'administrateur et le régent. Il préfère, alors ce poste, il va, on va dire, grandir, bénéficier des périodes de paix, plus favorables au commerce, ou d'une grande propension à la diplomatie et au compromis avec les voisins des Provinces-Unies. Et bien que l'esprit de tolérance ait fondé la République, eh bien, on va dire que l'assassinat politique, l'exil vont être la règle, hein, pour régler de nombreux problèmes. Quand la guerre reprend à la fin des 12 ans de trêve, en 1620, le grand pensionnaire est exécuté et lorsque Guillaume II décède subitement en 1650, eh bien, les États généraux décident de supprimer la fonction du stadtholder et on va voir ce personnage qui est Jan de Witt, en tant que grand pensionnaire qui va rester au pouvoir, lui, plus de 20 ans, prenant la véritable liberté. Seulement l'invasion du territoire des Provinces-Unies en 1672 signe sa mort, une revanche qui est menée eh bien, par la famille des Nassau-Orange, une mort terrible car il est, avec son frère, littéralement écharpé par la foule en rage. Alors, le XVIIe siècle, c'est pour les Hollandais le siècle d'or, celui d'une richesse absolument incroyable. L'indépendance hollandaise va décupler leur capacité économique pour deux raisons. Leur flotte marchande eh bien, se renforce et devient prédominante. Au cœur du conflit avec les Espagnols, ces derniers continuaient encore à utiliser les navires hollandais pour transporter leurs marchandises. Vers 1670, on sait que les Hollandais possèdent une flotte de plus de 15 000 navires. C'est 4 fois la marine anglaise. Amsterdam a hérité des fonctions d'entrepôt d'Anvers avec la fermeture de l'ESCO et jouer à l'entrepôt du monde, eh bien, c'est essentiel pour maximiser les profits. Pourquoi? Parce qu'on résout les problèmes de transport qui restent encore incertains. À l'approvisionnement, à la livraison, on contrôle davantage aussi les prix en écoulant les marchandises au fur et à mesure et au meilleur prix en faisant baisser les coûts. Donc on a un profit, on va dire, garanti. Tout le commerce du nord de l'Europe passe par Amsterdam. La moitié est constituée des céréales de la Baltique, mais on a aussi le fer, le cuivre, le lin, le chanvre, le salpêtre, le goudron, la potasse et encore le bois de Norvège qui sont indispensables pour les bateaux. Ajoutez à cela une forte croissance démographique, la population est multipliée par deux en moins d'un siècle, une population très urbanisée puisque la moitié des Hollandais vivent en ville, alors que les autres Européens, eh on a à peu près 20% de citadins hein, dans les autres pays d'Europe. Alors, Amsterdam, c'est aussi la banque du monde, un centre financier qui assure la circulation monétaire à l'échelle de la planète. Les Provinces-Unies ont une agriculture intensive produisant des céréales, du bétail, des produits commerciaux également comme le colza et le lin. Ils ont des ateliers de transformation,
le textile, dans la faïence et ils sont également un important centre de chasse à la baleine. Alors ils sont si riches, ces bourgeois hollandais, qu'ils vont souffrir d'un syndrome qu'on pourrait appeler le syndrome du nouveau riche. Ils veulent montrer leur richesse. Ils construisent par exemple ce magnifique hôtel de ville, considéré comme la huitième merveille du monde, sans doute le plus grand chantier du siècle, un bâtiment reposant sur quelques 14 000 pilotis. Et puis individuellement, ils aiment aussi montrer leur richesse à travers la propriété de très beaux hôtels particuliers, hein. C'est ce qu'on voit lorsqu'on se promène sur les canaux à Amsterdam. Alors, ils investissent massivement dans l'art, ils commandent aux artistes des toiles que l'on admire toujours. Et puis, il y a également les sciences qu'ils vont finalement soutenir, ces sciences. Une richesse qui a toujours besoin de plus de richesse, peut-être, hein, qui appelle à la richesse. Donc, ils vont, à travers la banque et la bourse, spéculer et ils vont connaître, eh bien, on va dire les premiers affres de, la spéculation, notamment avec une bulle financière qui est liée à ce qu'on appelle la tulipomanie. Le fameux bulbe de tulipe est arrivé d'Asie grâce aux Turcs. Il a été acclimaté par un certain Carolus Clusius et la variété des couleurs, des formes, eh bien, vont susciter un tel intérêt parmi les marchands qu'ils aiment à montrer eh bien, à leurs visiteurs dans leurs salons, dans leurs couloirs, ces magnifiques tulipes. Le goût pour l'exotisme va attiser une convoitise qui se porte sur ces fameux bulbes, d'où une fièvre spéculative qui va donc enflammer les prix jusqu'à la création d'une bulle spéculative. Et vous savez bien que toutes les bulles finissent par exploser et ça entraînera bien la ruine des plus imprudents. Alors, la volonté d'entreprendre, l'appât du gain, va pousser ces Néerlandais vers d'autres horizons. En quelques décennies, un tout petit pays européen, avec très peu d'hommes, va être à la tête d'un vaste empire, très riche empire. La flotte marchande néerlandaise se regroupe et crée, dès le début du XVIIe siècle, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Elle obtient, cette compagnie, le monopole des routes commerciales à l'est du Cap de Bonne-Espérance et à l'ouest du détroit de Magellan. Les 17 messieurs qui dirigent la compagnie eh bien, ont des droits régaliens qui leur permettent, ces droits, de lever des troupes, de faire la guerre, d'établir des comptoirs. Les Hollandais établissent dans l'insule Inde une vaste zone allant de l'île de Ceylan, vous voyez ici en vert, c'est tout ce qui est en vert d'ailleurs, de l'île de Ceylan, l'actuel Sri Lanka, d'où ils vont d'ailleurs chasser les Portugais, passant par l'Indonésie actuelle jusqu'aux côtes australiennes, vous voyez ici à l'image. Et puis ils vont même aller jusqu'au Japon, ils sont en compétition avec les Portugais. Il y a également des colonies qui sont fondées au Cap, mais également sur la Côte d'Or, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes, sans oublier la Nouvelle-Amsterdam et bien sûr l'île, sur l'île de Manhattan. Alors les entrepôts d'Amsterdam sont, ma foi, vont se remplir de produits, de plus en plus exotiques, très recherchés, comme les épices, parce que c'est encore un signe de richesse. Vous savez que le mot «épice» a donné en français le mot «espèce» et puis, bon, c'est toujours par exemple le poivre, mais il y en a d'autres qui sont, en déclin, comme la muscade, le clou de girofle, hein, qui, vont être remplacés, eh bien, par d'autres produits comme le café et le thé. Et puis ces boissons vont prendre leur essor avec une autre, ce qu'on appelait d'ailleurs à l'époque aussi encore une épice, c'est-à-dire le sucre, grâce, à un commerce plus atlantique qui aboutira, vous le savez, à ce terrible commerce, des esclaves. Alors l'enrichissement, on parle ici l'enrichissement évidemment de ces bourgeois. Les riches colons hollandais. L'enrichissement si rapide de ces, provinces, de ces provinces-unies va, provoquer leur hégémonie commerciale sur les mers, va provoquer une sorte de convoitise, une jalousie, des autres puissances européennes. L'Angleterre, qui avait été un allié contre l'Espagne, eh bien cette, Angleterre va, considérer que cette flotte hollandaise, au fil de siècles, est devenue une gêne pour les colonies anglaises et pour leur commerce. Le protecteur anglais, une sorte de dictateur républicain, Oliver Cromwell, va imposer l'acte de navigation et un protectionnisme commercial qui sera d'ailleurs bientôt suivi par la France de Colbert. Les guerres vont se succéder dans la seconde moitié du siècle. La flotte hollandaise est victime d'assauts au large des côtes africaines, dans les Antilles et également dans les eaux européennes.
Elle réagit parfois avec succès, comme cette attaque menée, jusqu'au cœur de la base navale, anglaise de Cheltenham, dans l'estuaire de la Tamise. Les Hollandais, pardon, parviennent même à capturer le navire amiral, le Royal Charles, mais le plus souvent, eh bien, les pertes sont importantes en navires, en hommes et en cargaison. La Compagnie des Indes orientales entame un déclin qu'on considère inéluctable. Elle parvient avec difficulté à sécuriser encore ses convois et ses comptoirs. Les guerres se soldent en général par des pertes de terre. Les Néerlandais parviendront toutefois à conserver jusqu'au XXe siècle leur possession sur les Indes orientales, l'Indonésie actuelle et encore quelques territoires dans les Caraïbes. Alors le territoire hollandais fut aussi l'objet d'invasions. À 2 fois, les troupes françaises, celles de Louis XIV, celles de Louis XV, vont envahir la Hollande, signe évident de l'affaiblissement du pays qui, malgré des alliances diplomatiques changeantes, eh bien, n'arrive plus à se protéger. La Hollande commence au XVIIIe siècle à se dépeupler. Elle est moins riche. On néglige l'entretien des digues, on n'en a plus les moyens et les inondations vont se multiplier. D'un point de vue politique, les Provinces-Unies étaient en fait aussi instables que les digues. Les tensions montent tout au long du siècle entre la Maison d'Orange-Nassau et les démocrates. Une guerre civile éclate en 1785 et la Maison d'Orange n'est sauvée que par l'aide, on va dire, conservatrice de la Prusse. Alors une nouvelle invasion française, la dernière, on va dire, prend Amsterdam en 1795. Le pouvoir français impose une vision très jacobine, vouant aux gémonies le statuaire, la noblesse et le fédéralisme. Napoléon hésita quant au régime à lui donner. Il a d'abord choisi un régent et puis pour diriger cette seule république batave. Et puis il va opter finalement pour une solution, on va dire, plus personnelle en nommant son propre frère, Louis Napoléon, à la tête du royaume de Hollande. Alors 4 années de ce royaume où ce roi, Louis-Napoléon, eh bien, se considère davantage comme un roi des Hollandais. Il essaie de montrer son intérêt pour, cette charge, parfois résistant aux demandes de Napoléon. Il finit par, céder 4 ans plus tard et finalement abdiquer. C'est à ce moment-là que, Napoléon va décider d'annexer, hein, ces Provinces-Unies et après les défaites de Napoléon, eh bien, on va ramener un prince d'Orange-Nassau dans le paysage hollandais, qui devient alors à ce moment-là le roi des Belgiques, après le congrès de Vienne. Alors il s'agit de Guillaume Ier et c'est on va dire une tentative réactionnaire, nostalgique, puisque l'on essaie, de réunir des peuples séparés depuis le XVIe siècle, hein, puisqu'on réunit les peuples de Belgique et des, Pays-Bas. Alors vous savez sans doute, cet épisode, eh bien, a tourné court. Les Belges, 15 ans plus tard, se sont révoltés et Guillaume Ier, eh bien, aura besoin encore d'une bonne décennie pour se faire à cette idée. Son règne est encore celui d'un autocrate. Il n'y a pas beaucoup d'électeurs, il y a peu de partis, pas de partis politiques et la Chambre est surtout consultative sous son règne. C'est sous son fils, le roi Guillaume II, qui finalement accepte, notamment après 1848, la mise en place des jalons menant vers une monarchie constitutionnelle. Son successeur, Guillaume III, accepte, lui, l'instauration du parlementarisme, c'est-à-dire la subordination du gouvernement par le Parlement. Le XIXe siècle est marqué par des luttes politiques importantes qui vont façonner cette nation hollandaise. Les Néerlandais ont mis presque un siècle pour se mettre d'accord sur la place de la religion à l'école et sur l'idée d'égalité entre les écoles laïques et confessionnelles. Une lutte qui rapproche eh bien, les politiciens confessionnels, ce qui veut dire que les partis chrétiens-démocrates vont rester dominants, ils vont rester au pouvoir en tout cas jusque dans les années 80, mais 1980. L'autre bataille, c'est celle du droit de vote. Il a été progressivement donné aux Hollandais. Pour les Hollandaises, il faut attendre encore un peu, puisque ces dernières vont obtenir le droit de vote quand même en 1922, c'est-à-dire 22 ans avant les Françaises. Quant aux progrès sociaux, eh bien, ils arrivent lentement. On voit une loi qui limite le travail des enfants dans les années 1890. Les premières assurances sociales obligatoires ne datent que de la fin du XIXe siècle, avec les premières lois pour la santé et déjà l'idée d'une habitation à loyer modéré. Alors sur la scène internationale, les Pays-Bas occupaient une place marginale tout au tournant du XIXe siècle. C'est sans doute une des raisons de leur neutralité pendant la Première Guerre mondiale. Culturellement, ils étaient un peuple
peu plus proche de l'Allemagne, l'allemand étant la première langue parlée, avant l'anglais et bien sûr avant le français. Le gouvernement hollandais ne souhaitait pas non plus partir en guerre contre le Royaume-Uni et perdre sans doute toutes ses colonies. Alors, depuis 1913, La Haye abritait dans son palais de la paix le siège de la Cour permanente d'arbitrage. Les Hollandais se voyaient un peu comme les garants du droit international. Il y avait donc une certaine noblesse à cette neutralité. Les belligérants y trouvèrent également leur intérêt. Pour les Allemands, eh bien, ça leur permet de garder accès au port de Rotterdam, alors que les Anglais évitaient d'avoir une longue côte si proche tenue par l'ennemi. Les Hollandais n'hésitaient pas non plus à aider les Belges, dont la neutralité avait été violée au début de la guerre. Ils vont accueillir comme ça des centaines de milliers de réfugiés, fermer les yeux également sur le passage de volontaires belges partant combattre sur le front de l'Isère. La guerre est longue, vous le savez, les belligérants vont violer à plusieurs reprises la neutralité hollandaise, traversant ce territoire, réquisitionnant les bateaux hollandais. La population hollandaise est sans doute partagée car elle n'a pas non plus oublié l'attitude des Anglais pendant la guerre des Boers. Les Boers, ce sont ces colons d'origine hollandaise qui vivent en Afrique du Sud, hein, des cousins des Hollandais, et ils n'ont pas oublié que évidemment, pour lutter contre eux, les Anglais ont mis et ont créé les premiers camps de concentration. Cependant, ces anglo-saxons sont des démocrates, attachés à la libre circulation sur les mers, ce qui plaît, on va dire, davantage aux Hollandais. Et à la longue, eh bien, ils se rendent compte que la neutralité ne protège pas tout, en particulier pas du manque d'approvisionnement. Dès 1917, on voit augmenter les carences alimentaires. Il y a des émeutes de la pomme de terre qui éclatent comme cela à Amsterdam. Alors les Pays-Bas ne changent pas beaucoup entre les deux guerres. Le système politique et social est finalement stable. La démocratie évolue. La journée de travail est limitée à 8 heures. La retraite obligatoire apparaît. Mais le pays est assez peu industrialisé, avec un monde rural qui occupe presque un quart de la population. On peut noter deux particularités hollandaises, sans doute un héritage du XVIIe siècle. D'une part, la grande importance de la flotte commerciale et la flotte de ligne est aussi un lien avec les colonies. Elle assure, cette flotte, la prospérité d'Amsterdam et de Rotterdam. D'autre part, c'est l'importance du tertiaire et déjà aussi le rôle des multinationales, souvent à l'issue d'une fusion avec des compagnies anglaises. Alors on peut citer par exemple Philips, hein, qui fabrique d'abord des lampes à incandescence et puis des tubes Arion X, qui en 1927 va aussi lancer le premier récepteur radio complet. Shell également, grâce au pétrole des Indes néerlandaises, pardon, fusionne avec le groupe britannique et devient la compagnie qu'on connaît. Unilever également, Unilever qui débute du côté hollandais en vendant de la margarine, c'est le côté uni, et puis de l'autre côté, les Anglais avec Lever et qui fabriquent alors, du savon. Vous avez à l'image Anthony Fokker, un ingénieur dans l'aviation. On n'est jamais prophète dans son pays, donc c'est d'abord l'état-major allemand qui est séduit pendant la Première Guerre mondiale par son invention, et c'est lui qui trouve par exemple la solution du tir de la mitraillette à travers l'hélice. Toutes ces compagnies sont prêtes pour la conquête de vastes marchés à l'échelle de la planète, et ces compagnies, eh bien, ne souffriront pas trop de l'occupation du territoire hollandais, parce qu'ils étaient déjà en partie, ces sociétés déjà délocalisées, et une occupation qui est celle, bien sûr, de la Seconde Guerre mondiale. Les Hollandais ont espéré conserver leur neutralité lorsque cette Seconde Guerre mondiale éclate, mais en 1940, eh bien, les forces du Troisième Reich vont balayer l'armée néerlandaise en quelques 5 jours. Pour les forcer à capituler, les Allemands n'hésitent pas non plus à raser Rotterdam. La reine Wilhelmina est révoltée, elle va trouver refuge avec son gouvernement à Londres. Elle avait été l'une des artisans de la neutralité hollandaise pendant la Première Guerre mondiale, et elle se retrouve à diffuser des messages pour encourager ces sujets sur la BBC, sur Radio Orange. C'est une des périodes les plus sombres de l'histoire néerlandaise. Pour les Allemands, eh bien, c'est avant tout un pays, on va dire, de euh, prise de guerre à pressurer. On va prélever quelques 400 000 ouvriers qui sont déportés en Allemagne. L'industrie et les fermes du pays sont mises à contribution, et l'économie de prédation, eh bien, effectue des prélèvements très importants qui vont grandement faire souffrir la population. Le Troisième Reich va également organiser la vie hollandaise, une organisation
nazie hollandaise essaie en tout cas de, on va dire, convertir au national-socialisme les Hollandais, mais sans trop de réussite. La communauté juive est également une des victimes de l'occupation, une communauté qui s'était constituée au fil des siècles, au fil des arrivées successives, des expulsions ibériques du XVIe siècle, des pogroms d'Europe centrale du XVIIe et XIXe siècle. Les derniers arrivés avaient fui le Troisième Reich. Sur quelques 140 000 membres de cette communauté, seulement 25 000 ont survécu. L'un des témoignages éloquents de cette barbarie, c'est le très connu journal d'Anne Frank. Mais les Hollandais résistent, ils aident les Juifs à échapper à leur bourreaux. Il y a une presse clandestine qui est diffusée, il y a de l'espionnage, du sabotage, qui est le fait de réseaux de résistance parfois très efficaces. Les Hollandais vont aller plus loin, ils vont également se révolter contre l'occupant allemand, notamment à l'occasion de grèves. Alors, dès 1941, la première grève est là pour marquer leur opposition à la déportation des Juifs. Il y a des grèves entre avril et mai 1943 contre le plan allemand de renvoyer en captivité des soldats néerlandais, et puis surtout les grèves des chemins de fer de septembre 1944, qui sont là pour appuyer l'opération alliée de Market Garden. Alors, cette offensive est menée par le général britannique Bernard Montgomery. Elle devait effectuer une percée avant l'hiver 1944 en direction de Arnhem pour contourner la ligne de défense Siegfried et atteindre la roue allemande. Mais les forces parachutées tombent sur les troupes allemandes, encore trop aguerries, et tombent sur des ponts qui ont été détruits. L'opération va se solder par un désastre militaire, la perte de quelques 17 000 soldats alliés et également beaucoup de civils. La résistance est à ce moment-là sortie de l'ombre, elle a été massacrée. En représailles, les Allemands interdisent les ravitaillements en nourriture dans cette zone pendant l'hiver 44-45, et cette période reste dans les mémoires, on reste dans les mémoires sous le nom de hiver de la faim. Elle a eu beaucoup de morts, cette période. Alors, lorsque les forces allemandes capitulent au début mai 1945, la majeure partie des Pays-Bas est encore occupée. La population civile a été très proche de l'anéantissement et il a fallu un quart de siècle pour passer ce traumatisme. 30% du patrimoine architectural a été détruit, tant de Néerlandais ont péri sous les bombes, les balles et également dans les camps. Alors, à leur sortie de cette guerre, les Pays-Bas vont connaître d'importants changements. La plupart viennent de l'extérieur. Alors que la guerre n'est pas finie dans le Pacifique, l'occupant japonais déclare l'indépendance de l'Indonésie, à la grande satisfaction des nationalistes insulaires. Cette déclaration est renouvelée à la chute du Japon, alors que le pouvoir néerlandais dépend militairement des Britanniques sur place et que 80 000 Néerlandais sont prisonniers dans les camps. Alors, sous la pression internationale, celle des États-Unis, des Nations Unies nouvellement créées, les Néerlandais, en 1946, ont accepté de travailler avec les nationalistes Sukarno et Hatta, aboutissant à l'accord qu'on appelle l'accord de Linggadjati, et une indépendance de l'Indonésie qui est programmée pour le 1er janvier 1949. Cet accord prévoyait que le nouvel État resterait sous influence néerlandaise en matière de politique étrangère et économique, et que cet État devrait être fédéral pour respecter les différentes composantes culturelles et religieuses de l'archipel. Seulement, la situation dans l'archipel est en fait très instable. La Haye tente de rétablir la sécurité en 1946, en 1948, allant même jusqu'à expulser les chefs nationalistes. Les interventions militaires provoquent à chaque fois un véritable tollé, et à Amsterdam, on reconnaît en 1948 son échec politique. Les Pays-Bas renoncent à toute influence et même à faire respecter l'idée du fédéralisme. De cette perte des Indes orientales, on peut retenir qu'elle a coûté peu de vies humaines, mais elle n'a pas coûté très cher non plus, et c'est surtout un fiasco politique qui va provoquer une importante vague migratoire des Indonésiens d'Ambon et des Moluques vers les Pays-Bas. En Europe, les Pays-Bas se reconstruisent. Ils vont profiter, comme beaucoup de pays européens, du plan Marshall. Ils reçoivent quelques 1 milliard de dollars en 10 ans, et ils profitent aussi d'un ministre de l'économie qui est très, on va dire, volontaire, très déterminé. Il va relancer un plan d'industrialisation du pays.
L'agriculture va bénéficier aussi d'aides de l'État. Elle va être notamment intensifiée, cette agriculture. On va la mécaniser, on va utiliser de plus en plus d'intrants, de produits chimiques, d'engrais, d'insecticides. Le commerce et la consommation sont stimulés par contre-coup et c'est vrai qu'à partir de 51, eh bien, on voit que non seulement le pays se redresse, mais que l'expansion est au rendez-vous. Au cours du dernier conflit, de nouvelles idées ont germé en ce qui concerne la sécurité et la coopération internationale. Les Hollandais, bien, commencent à comprendre que la neutralité, c'est pas forcément une solution. Ils vont se tourner avec beaucoup de conviction, vers la création d'une alliance pour l'Atlantique, qui seront donc, les, heu, participants à l'OTAN et puis ils vont miser également sur la création d'institutions européennes. Les premiers pas, sont faits avec leurs voisins, belges et luxembourgeois, en créant une union douanière et économique, c'est ce qu'on appellera le Benelux. Les Néerlandais ont aussi, pendant 20 ans, un ministre des Affaires étrangères très important, très dynamique, qui s'appelle Joseph Luns, qui est lui déterminé à poursuivre le rapprochement des nations européennes. Il veut aller vers une version fédérale. Alors ce qui déplaît beaucoup à un acteur principal de cette période, qui est le général de Gaulle, qui, voilà, Joseph Luns est aussi favorable à l'entrée du Royaume-Uni, dans cette Europe communautaire. Si j'ajoute à cela que c'est un atlantiste, convaincu, vous voyez que c'est une sorte d'anti-de Gaulle à lui tout seul. Alors pendant cette période de reconstruction, les Pays-Bas font face à une catastrophe. Le 1er janvier 1953, un raz-de-marée va submerger quelques 2000 km², provoquant la mort eh bien, de presque 2000 personnes, puis beaucoup d'animaux, vous voyez ici à l'image. Presque 50 000 bâtiments sont détruits. Alors ce n'est pas leur premier raz-de-marée, c'est même le 124e depuis le Xe siècle. Mais les Néerlandais vont décider que c'est le dernier. Ils ne veulent plus jamais avoir peur. Alors ils vont lancer un grand plan qu'on appelle le plan Delta. Bien sûr, depuis le Moyen Âge, on a construit des digues, on a construit des canaux, mais là, les travaux sont à une toute autre échelle. Le plan prévoit 30 ans pour construire des ouvrages titanesques. On va modifier l'écoulement du Rhin, de la Meuse, de l'Escaut. On va raccourcir le front côtier et mettre en place des barrages fixes et d'autres mobiles pour briser l'effet dévastateur et conjuguer des tempêtes et des grandes marées. L'Escaut oriental est fermé à partir de 1986 et on va garder un chenal d'accès à Rotterdam, celui d'Anvers, mais le plan Delta est aussi un exemple unique au monde de génie hydraulique, puisqu'il va réduire, on va passer de 800 à 80 km la longueur du front de mer. On a profité des travaux d'aménagement de la côte pour ajouter une extension du port de Rotterdam, un terminal pétrolier, un port de containers, ce qui a confirmé la première place de ce port en Europe. L'ensemble a été calculé pour résister à des vagues de 16 mètres et à une tempête dont l'occurrence est d'une fois tous les 10 000 ans. Mais vous savez que tout ce que ces aménagements bien, sont aussi menacés parce qu'il y a évidemment les changements climatiques qui annoncent une élévation du niveau de la mer, 1 mètre d'ici 2100, d'ici la fin du siècle, et également davantage de tempêtes. Alors, que font les Néerlandais pour se préparer face aux nouveaux risques? Eh bien, ils ont délaissé un peu l'idée des digues toujours plus hautes. Depuis les années 80, on ne construit plus de polders pour des raisons agricoles. On a pris en compte des dommages écologiques euh, provoqués par ce type d'aménagement, comme la disparition des marais, le déclin d'une certaine biodiversité. Au contraire, on essaie de construire avec la nature et de faire de la mer, des fleuves, bien finalement des alliés. Alors, on a ajouté des zones inondables, contrôlables bien sûr. On a dépoldarisé certaines parties du littoral, même si ce n'est pas forcément facile à faire comprendre à une population qui n'a pas oublié le traumatisme de la grande inondation. Cela dit, la préparation des Pays-Bas au changement climatique, c'est aussi un investissement très important, quelques 3 milliards d'euros par an, hein, dépensés jusqu'en 2050 pour recharger les dunes, pour maintenir des bancs de sable artificiels, pour relever aussi les polders. La devise des Pays-Bas, c'est toujours Luctor et Emergo, et l'ingénierie hollandaise en matière de maîtrise des eaux eh bien, est de nos jours une valeur sûre, une valeur qui d'ailleurs s'exporte. Jusqu'aux années 60, la société néerlandaise va finalement assez peu changer. Elle profite de l'amélioration de son niveau de vie. Les partenaires sociaux, dans un esprit assez paternaliste, s'accordent pour
maintenir les salaires bas, ce qui favorise les exportations tout en mettant en place un État-providence chargé de la redistribution des revenus. À noter que les catholiques deviennent majoritaires dans le pays et qu'ils sont alors assez écoutés pour interdire, par exemple, à un pratiquant toute participation à un syndicat socialiste sous peine d'excommunication. Alors c'est dans ce contexte, on va dire relativement favorable, que certains Hollandais, parmi la jeunesse des villes, les plus marginaux, vont commencer un peu à secouer le cocotier et à remettre en cause un certain conformisme batave. On va les appeler les provos. Vous voyez ici à l'écran, les provos, ce sont un peu les 68 arts des Pays-Bas. Ils viennent jusqu'à provoquer des troubles pendant le mariage de la princesse Béatrice. On les intègre alors à la gestion des universités. Leurs revendications provocatrices et révolutionnaires pour l'époque vont peu à peu imprégner au fil des ans les esprits et les lois du pays. En parallèle, la pratique religieuse a commencé à s'effondrer à partir des années 60, ainsi que la natalité. On est passé de 3 enfants par femme à moins d'1,7 enfants par femme. Les Néerlandais sont souvent des novateurs, suivis par les autres Européens en matière de lois sociétales. Je peux citer par exemple les droits des homosexuels, la reconnaissance du droit d'euthanasie ou encore la dépénalisation des drogues douces. Depuis les années 70, le cannabis est en vente libre dans les coffee shops, une politique qui porte ses fruits car la consommation serait, toujours utilisé conditionnel avec ce type de chiffre, serait plus basse qu'ailleurs et les morts par overdose moins nombreuses. Mais comme la loi est un peu inachevée, eh bien, ces magasins ont le droit de vendre de la drogue, des drogues douces, mais pas d'en acheter. Ce qui veut dire que la production est toujours illégale aux mains de petits ou de grands trafiquants. Cela dit, il n'y a pas de sujet tabou aux Pays-Bas. C'est une démocratie ouverte. Tous les sujets sont abordés et les médias jouent un grand rôle pour attirer l'attention du public sur certains problèmes. Alors, les Pays-Bas des années 80 se sont finalement assez vite remis de la crise pétrolière des années 70, un peu plus vite que leurs voisins. Bon, ils avaient aussi du gaz, du pétrole à exporter. Leur économie a renforcé certains points. Le commerce international avec ses ports de containers, son agriculture intensive, sa pétrochimie également. Dans les années 90, eh bien, les Pays-Bas ont eu accès à la présidence tournante de la communauté européenne et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'ailleurs la naissance de l'Union européenne avec cette évolution qui a été scellée par le traité de Maastricht aux Pays-Bas. Pour autant, les Néerlandais, qui avaient été parmi les plus chauds partisans de la construction européenne, vont dire non en 2005 à la Constitution européenne à plus de 60%. Avec l'apparition de leaders comme Pim Fortuyn ou plus récemment de Geert Wilders, eh bien, on a là l'un des symptômes d'une société qui souffre, avec moins d'État-providence et plus d'inégalités. Un multiculturalisme qui est remis en cause aussi par les problèmes d'intégration des immigrés, par les incivilités urbaines et par la crainte d'un islamisme rampant. Alors l'actuel Premier ministre, il s'appelle Mark Rutte, est arrivé au pouvoir en 2010 avec un gouvernement de coalition, parce qu'il y a toujours des coalitions aux Pays-Bas, dans lesquelles il y avait dans ce gouvernement un parti d'extrême droite, le Parti des Libertés. Pendant que le tourbillon de service, à savoir Geert Wilders, s'en prenait aux Marocains, aux Turcs, aux Polonais, aux Roumains, le Premier ministre a appliqué une forte rigueur économique pour réduire la dette qui à l'époque atteignait 70% de la richesse nationale. Elle est tombée à moins de 48% en 2019. Il a fait de même avec le chômage, qui est à peu près à 3,5% en 2019, grâce à la multiplication aussi, on va dire, des petits emplois, des auto-entrepreneurs, toutes ces professions qui ne payent pas, d'ailleurs, qui ne participent pas au pot de la sécurité sociale hollandaise. Sur différents thèmes, ce gouvernement était aussi en rupture avec des pratiques culturelles et politiques des Pays-Bas. Alors, Mark Rutte en est à son troisième gouvernement, troisième coalition. Il est toujours leader de ce qu'on appelle les États frugaux. Et c'est vrai qu'il s'est fait un petit peu, on a beaucoup parlé de lui au début, au printemps, puisque lorsqu'on a commencé à parler d'un plan de relance à l'échelle européenne, eh bien, il a fait partie de ceux qui étaient opposés, puisqu'il ne veut pas trop dépenser pour les États du Sud. Et c'est vrai qu'il y a une presse hollandaise qui n'hésite pas à parler des États du Sud en tant qu'États paresseux, à la différence évidemment des États du Nord.
Alors, vous le savez sans doute, eh bien, comme sa mère et sa grand-mère, la reine Béatrice a abdiqué. C'était en 2013. Elle avait 75 ans, après quelques 33 ans de règne et on va dire 33 ans de calme. Contrairement à la reine Juliana, sa mère, elle n'a pas eu un mari volage et n'a pas non plus été impliquée dans des affaires troubles. On connaît simplement sa passion pour les jolis chapeaux, passion qu'elle doit partager avec une autre reine que vous connaissez. Son seul souci ces dernières années, eh bien, ça a été le mariage de son fils, Willem-Alexandre, qui en 2002 a fini par épouser une jeune femme charmante, Maxima, une banquière de profession, malheureusement la fille d'un politicien argentin lié aux militaires de la dictature. Alors, il n'a pas été autorisé, ce beau papa, à venir au mariage de sa fille ni au couronnement de son gendre. Willem-Alexandre est devenu à 46 ans le plus jeune monarque d'Europe, le premier mâle depuis 1890 à porter la couronne des Pays-Bas. Comme sa mère, il n'a pas beaucoup de pouvoir, et même pas celui de nommer le chef du gouvernement, mais la famille royale est toujours très populaire. On le voit chaque année, par exemple, le jour du roi, le 30 avril, pardon, quand le pays eh bien, va se couvrir d'orange. Alors, les Pays-Bas sont on va dire un petit pays densément peuplé, plus de 480 habitants au kilomètre carré en moyenne, avec plus de, on va dire, de 3000 même dans le Randstad, cette conurbation qui s'étend d'Amsterdam à Rotterdam. Un pays où la population bat des records, alors des records de taille. Les hommes font plus de 1,83 m en moyenne. On peut comparer avec le Bangladesh, qui lui a la moyenne la plus basse, 1,65 m. Des records de longévité également. Alors, une des raisons avancées, c'est leur consommation en protéines de lait, hein, parce que plus que le vélo, les Hollandais ont une passion pour le lait. Ils en consomment des quantités tout à fait impressionnantes et aussi, il faut dire qu'ils sont de grands producteurs, hein, de ces produits laitiers, parmi les plus grands dans l'Union européenne. Les Pays-Bas eh bien, furent au XVIIe siècle la plaque tournante du commerce international. Ils le sont encore avec les conteneurs, avec leur capacité à produire et à stocker bien, les fruits et légumes qui alimentent la majorité des grands supermarchés du continent européen. C'est un petit pays, mais ce sont toujours de grands commerçants. Je vous remercie pour votre attention.